toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau format de Spatialist qui est un format d'entretien avec une personnalité issue du monde du spatial. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Alyssa Adagi. Bonjour Alyssa. Bonjour. Où est-ce que tu te trouves et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors, je me trouve à Cambridge dans le Massachusetts, qui est juste à côté de Boston, et c'est le campus de Harvard, l'université où j'enseigne en tant que maître de conférence en droit et politique spatiale. Il se trouve qu'il n'y a pas très longtemps, c'était le 30 juin, et le 30 juin, c'est la journée internationale des astéroïdes, qui a été, pour la petite anecdote, co-créée, entre autres, par Stephen Hawking et Brian May, le guitariste de Queen. Could we stop an asteroid hitting planet Earth? The dinosaurs couldn't, but we humans have the benefit of knowledge and science on our side. Est-ce que tu as des nouvelles de ce 30 juin dernier, 2020 ? Est-ce que ça s'est fait déjà en cours de pandémie ou enfin, comment ça s'est organisé cette année ? Alors, le 30 juin, c'est vraiment une journée de communication avec le public. Donc, c'est pas vraiment le jour où les scientifiques vont se réunir et partager leur propre savoir entre eux et coordonner leurs recherches. Mais c'est un jour qui va montrer des panels de gens un peu partout. Moi, j'ai donné une présentation sur le droit rattaché à la défense planétaire. Vous allez avoir des collègues qui vont parler des façons dont on les détecte. Et donc, c'est vraiment pour le public. Patrick, c'est quoi un astéroïde ? Un astéroïde, c'est un des restes des briques restantes en fait, de la formation des planètes. Pour la façon dont les scientifiques travaillent entre eux, en fait, ça a été vraiment un domaine qui s'est développé au niveau international d'abord, et ensuite, après, c'est intégré au niveau national. Il y a eu un impact sur Jupiter, qui a eu lieu en 1994. Et ça a vraiment choqué d'une certaine façon la communauté scientifique parce que l'impact a été très visible. On pouvait l'observer très très bien et on s'est rendu compte vraiment à ce moment-là du risque qu'il y avait de potentiellement avoir un objet qui impacterait la Terre. Et à partir de là, il y a eu le développement de groupes de scientifiques qui se sont réunis pour essayer de proposer des projets de collaboration. Et ces projets ont abouti en 2014 avec la création de 2 comités. Un qui s'appelle IOWN, International Asteroid Warning Network, donc le système international de prévention contre les astéroïdes, et SMPAGE, Space Mission Planning Advisory Group, donc le groupe de coordination au cas où il y aurait une mission à créer pour pousser l'astéroïde. Et donc ces 2 comités se réunissent aux Nations Unies, mais aussi entre eux, au moins 2 fois par an, et interagissent évidemment l'un avec l'autre. Parce que si le groupe IOWN, qui est en fait un network d'observatoires un peu partout dans le monde, détecte quelque chose, ils vont évidemment passer l'information au groupe SMPAGE, qui eux, à l'avance, sont en train de préparer des projets, essayer de voir les technologies qui marcheraient les mieux pour pousser un astéroïde ou une comète qui pourrait potentiellement impacter la Terre. Et tout ça dans le but d'éviter d'y envoyer Bruce Willis, à qui on tient. Alors, j'aime beaucoup Bruce Willis, mais si vous envoyez un Bruce Willis qui va casser l'objet en morceaux, il y a de grandes chances qu'il y ait encore plus de morceaux qui tombent sur Terre et qui tuent tout le monde. Donc, je remercie Armageddon parce que ce film me fait beaucoup rire. Malheureusement, pas la meilleure des méthodes. Mais justement, tiens, quelle est la meilleure des méthodes ? Est-ce que ces 2 groupes se sont mis d'accord sur une méthode au cas où un caillou nous arriverait dessus là ? Alors, ça dépend complètement des caractéristiques de l'astéroïde. Donc, si l'astéroïde est petit, déjà, il va peut-être se désintégrer dans l'atmosphère. C'est arrivé à Tcheliabinsk en 2013. C'était un petit impacteur, alors on a appelé ça un météore, non pas une météorite, parce que ça n'a pas impacté le sol. Mais on a vu qu'il a quand même créé une onde de choc qui a cassé du verre tout autour et qui a blessé des gens. Ce genre de petit objet-là, déjà les astéroïdes généralement c'est noir ou gris, et donc quand on essaie de les observer, on regarde pour trouver du noir sur du noir, c'est l'univers. Donc c'est assez compliqué de les détecter, et si en plus ils sont petits et noirs sur du noir, alors là il n'y a aucune chance. Et vous avez des objets beaucoup plus gros qui peuvent être détectés à ce moment-là, des fois même des années à l'avance.
Donc, on peut prévoir peut-être une mission sur 10 ans, en sachant qu'on sait que l'astéroïde peut impacter. Alors, au fur et à mesure qu'il s'approche, le pourcentage d'impact, donc est-ce qu'on a 1% de chance de se faire impacter? Est-ce qu'il y a 30% de chance de se faire impacter? Est-ce que là, maintenant, c'est 100% et là, il faut partir? Eh bien, ça va être déterminé au fur et à mesure que l'objet se rapproche de nous. Et dépendamment de la taille et de ses caractéristiques, parce que si par exemple c'est un objet très dense, fait de fer, ça va être un peu difficile de le casser et de le pousser facilement. Si c'est un objet très poreux, peut-être que si on l'impacte relativement loin de la Terre, eh ben on peut déjà le pousser suffisamment, ou on peut peut-être même le casser en suffisamment de morceaux pour que ce ne soit que des petits morceaux qui arrivent et se désintègrent dans l'atmosphère. Donc dépendamment des caractéristiques de l'objet, là, on sait quoi utiliser si on utilise ce qu'on appelle un impacteur. Donc c'est comme si on envoyait un petit satellite pour donner un coup de poing à l'astéroïde, pour le pousser, pour décaler un peu son orbite. Ou alors là, il y a une méthode qui est discutée, mais qui est un petit peu problématique au niveau du droit spatial international, qui est la potentielle utilisation d'un objet nucléaire. Et donc l'idée serait de créer une explosion nucléaire à côté de l'astéroïde en question. Les radiations feraient qu'une partie serait vaporisée. Et cet arrachement de matière, d'une certaine façon, pousserait l'astéroïde afin qu'il évite d'impacter la Terre. Tu as parlé tout à l'heure du fait que tu avais donné une conférence en droit spatial, et la question qui m'est venue à l'esprit, c'était mais il y a des lois dans l'espace, et effectivement, avec cet exemple de charge nucléaire qui pourrait dévier un astéroïde, la question devient pertinente. Mais du coup, est-ce que tu peux nous dire à quoi ça sert le droit spatial en termes de défense planétaire ? En fait, c'est un peu parti de Spoutnik. Donc, quand on a commencé à envoyer des premiers objets dans l'espace, donc en 1957. Quand on imagine qu'on est, disons, français et qu'on va aller en Allemagne et on va traverser la frontière, et bien pendant qu'on est en France, on est sous des lois françaises, et quand on va en Allemagne, on doit suivre les lois allemandes. Un objet qu'on envoie dans l'espace et qui fait le tour de la planète, la nation qui a envoyé l'objet ne peut pas aller demander à tous les pays de la planète de signer un joli petit document pour dire « Est-ce que ça vous embête pas qu'on passe au-dessus de vous ?» Ça marche pas comme ça. En 1967, donc 10 ans après, tout le monde s'est mis d'accord sur un traité qui a été signé depuis par plus de 110 pays, ce qui est gigantesque quand on parle de traités internationaux, que autant de pays se soient mis d'accord. Et dans ce traité, on dit clairement « l'espace n'appartient à personne ». Et quand on envoie un objet, bah, du coup, on n'a pas besoin des 150 000 signatures pour pouvoir passer autour de la Terre. On peut aller sur la Lune, mais quand on met son drapeau sur la Lune, ça ne veut pas dire que la Lune nous appartient. Donc le drapeau américain ne voulait dire en rien que la Lune appartenait aux Américains. Et au fur et à mesure, ce domaine qui s'est créé plus ou moins en suivant les développements technologiques, c'est devenu le domaine du droit spatial. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'un astéroïde, il peut impacter n'importe où sur la Terre. Il peut tomber au milieu du Pacifique, comme il peut tomber, j'en sais rien, en Angola ou en Mongolie ou Spitzberg, j'en sais rien. Et du coup, qui défend la planète ? Les pays qui vont être impactés par l'astéroïde en question, ou les pays qui ont les moyens de le faire, ou les deux ? Comment ça se passe ? Et ben c'est là que des chercheurs en droit international du spatial sont un peu utiles. Imaginons, un astéroïde va aller tomber sur la Belgique, désolé les Belges, et que les États-Unis ont la technologie de pousser cet astéroïde. C'est un gros astéroïde, il y a besoin de plusieurs impacteurs. Les Belges, même avec l'Agence spatiale européenne, ils n'ont peut-être pas cette technologie-là, on ne sait pas. Imaginons, il y a besoin de l'aide américaine. Les Américains, ils peuvent dire oui, bien sûr, on veut bien aider, mais par contre, dans le traité international de 1967 et ensuite les lois qui ont suivi, on me dit, à moi, pays, que si j'aide et que je fais une mission
et que je pousse l'objet, mais qu'il se passe un truc qui n'aurait pas dû se passer, et qu'au lieu de tomber sur la Belgique, ça tombe sur la Pologne, les États-Unis devraient rembourser la Pologne de tous les dégâts. Donc évidemment, un grand acteur du spatial ne serait pas poussé à aider un plus petit acteur du spatial parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait donc liability, ils ne veulent pas avoir une responsabilité juridique de devoir à rembourser pour des dommages et intérêts si quelque chose se passait de mal. D'où l'intérêt de parler au niveau international, parce que là, du coup, tout le monde peut se mettre d'accord et peuvent dire, bon, bah écoutez, une solution simple, c'est que quand il y a ce genre de projet qui potentiellement pourrait avoir lieu, les pays à l'avance signeraient des contrats d'une certaine façon pour dire, ok, s'il se passe un truc qui n'aurait pas dû se passer, s'il y a un problème, on vous attaquera pas en justice. Et ça paraît être rien. On se dit, il y a un astéroïde qui va arriver, les États-Unis vont pas être inquiets d'aller devant la Cour internationale de justice. Mais ça peut absolument ralentir certains systèmes. Il y a certains pays qui veulent pas aller expliquer à leurs citoyens, qui vont aller se lancer dans quelque chose, si en plus, après, ils pourraient être poursuivis pour dommages et intérêts d'une certaine façon. Donc, c'est ça, ce genre de travail, c'est de pouvoir protéger les pays qui potentiellement n'auraient pas les capacités en rassurant et en créant des systèmes juridiques pour que les pays avec plus de capacités technologiques puissent aider sans contrainte. Pour rassurer tout le monde, aucun astéroïde ne nous fonce actuellement dessus, n'est-ce pas ? Non. En fait, je pourrais aussi dire non, mais on ne peut pas savoir. Il y a des tas de choses qu'on ne peut pas voir, mais en tout cas, un astéroïde qui dévasterait la planète, comme par exemple à l'époque des dinosaures, on les connaît tous, ceux-là, ceux qui sont assez gros, a priori. On les connaît presque tous. Alors, ce qu'on va dire et ce que la majorité des scientifiques vont dire, c'est qu'on a toujours besoin de plus de fonds, on a besoin d'avoir plus de télescopes et de plus de télescopes aussi dans l'espace pour pouvoir voir plus du monde spatial. Et en fait, c'est ça, Asteroid Day, quand les gens parlent au public, c'est pour montrer, écoutez, on s'est rendu compte du nombre d'objets qui étaient autour, nous, on essaie d'observer ce qu'on peut, mais comme on ne peut pas tout observer parce que pour l'instant, on n'a pas encore les moyens, donner les moyens aux scientifiques pour pouvoir voir plus du ciel et s'assurer que s'il y avait un gros objet, disons, de 1 km, parce qu'avec 1 km, l'intégralité de la planète sera impactée, ce serait important d'investir là-dedans. Et en fait, tous les 2 ans, il y a une grande conférence sur la défense planétaire, et donc ça a eu lieu l'année dernière, ça va avoir lieu de nouveau l'année prochaine, peut-être sur Internet, on ne sait pas encore. Et l'objectif de cette conférence, c'est que tous les scientifiques entre eux partagent leurs méthodes, comment on peut mieux pousser, comment on peut mieux caractériser l'objet, etc. Et il y a un scénario où ils jouent d'une certaine façon le rôle de nation, où ils s'entraînent à prendre des décisions pour savoir quel serait le meilleur chemin. Et c'est comme ça que vraiment le monde de la politique spatiale en matière de défense planétaire est en train d'être développé et s'est développé ces quelques dernières années. Donc c'est tout à fait récent. Le vrai exercice de l'année dernière, c'était un exercice où ça allait tomber sur Denver. Et ce qui était intéressant et ce qui était horrible, c'était horrible mais utile. Ils voulaient absolument que l'intégralité de la communauté de défense planétaire s'entraîne à ce que leur mission rate. L'objectif était lequel ? C'était de tester aussi la communauté parce que l'échec, il faut s'entraîner à le subir et il faut quand même rester réactif. Si un objet tombe sur Terre, comment on peut faire pour gérer la situation de crise ? Et là, puisque aussi ils ont un humour assez noir, ce qu'ils ont fait, c'est que le plus gros de l'objet qui allait bien tout détruire et tout brûler à l'impact tombait sur New York. Très peuplé, et du coup la presse nous a contactés en disant « Pourquoi vous faites peur à tout le monde ?» Maintenant, sur toutes les PowerPoint, sur toutes les images qu'on utilise dans les exercices, c'est écrit en gros, en rouge et blanc. C'est un exercice, ceci est un exercice, pour pas faire peur à la population. Merci beaucoup d'avoir suivi cet entretien. Je vous dis à très vite. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne String Theory
et de vous abonner également au compte Instagram de String Theory pour du science et du fun chaque jour. À très vite pour le nouvel entretien. Bye!